le journal. Une joie pour moi de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision dont voici le sommaire. « 145 morts, tel est le bilan du massacre perpétré par le M23 dans la nuit du 3 au 4 mai à Kizamba, près de Kichanga, dans le Massissi au Nord Kivu. À travers son ministre d'État à l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi, le gouvernement congolais réclame une enquête indépendante et la justice contre le M23 soutenu par le Rwanda. L'EIF renonce à l'audit du fichier électoral de la RDC. L'organisation a signifié ses décisions à la CENI via une correspondance. Ces renoncements interviennent 2 jours après le lancement de la campagne contre l'audit du fichier électoral de la CENI par l'OIF et les fronts des Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la RDC. En sa qualité de chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde n'entend ménager aucun effort pour que les enseignants de l'EPST, notamment ceux appelés à prester lors de la passation des différentes épreuves, ainsi que le professeur d'université soient mis dans les meilleures conditions. Comme je l'ai annoncé dans le sommaire, la RDC condamne le massacre de plus de 145 civils à Kizimba, près de Kichanga, dans le territoire de Massissi. À travers son ministre d'État à l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi, qui participe à la session ministérielle du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Kinshasa réclame une enquête indépendante et la justice contre le M23, soutenu par le Rwanda au terme de ce massacre. Suivez. Les rebelles du M23 ne cessent de commettre des exactions. Cette fois-ci, ils ont encore endeuillé les populations vivant dans le territoire de Massissi dans la nuit du 3 au 4 mai 2023 en tuant plus de 140 civils dans un camp de déplacés. Une attaque condamnée fermement par le gouvernement congolais. En séjour au Burundi pour la session ministérielle du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Antipas Mbusa Nyamwisi, ministre d'État à l'intégration régionale, a au nom du gouvernement congolais réclamé une enquête indépendante pour que les coupables répondent de leurs crimes. Cette nuit, un camp de déplacés congolais dans le Nord Kivu, dans le village de Kizimba, non loin de Kichanga, a été attaqué par les troupes du M23 soutenues par leurs alliés du RDF. Et nous déplorons à ce moment ici 145 morts. Et on recherche d'autres. Et cela, c'est dans la même région où à Kishiché, nous avons déploré plus de 131 morts il y a quelques mois. Nous nous attendions sur le fait qu'à l'issue de ces travaux, nous mettrons un petit paragraphe qui exige qu'une enquête d'abord indépendante soit faite pour que les coupables soient traduits devant les juridictions compétentes. Rappelons que Bujumbura va accueillir ce week-end le 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, un accord qui date de 10 ans. Ce 11e sommet sera une occasion de l'évaluer pour lui redonner un nouveau souffle. Processus électoral à présent, l'OIF renonce à l'audit du fichier électoral de la RDC. L'organisation a signifié ses décisions à la Commission électorale nationale indépendante via une correspondance. Ces renoncements interviennent 2 jours après le lancement de la campagne contre l'audit du fichier électoral de la CENI par l'OIF et les fronts des Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la RDC. Cet organe se félicite de la décision prise par l'OIF, mais estime qu'il faut rester sur ses gardes. Vinigali Junior. Au front des Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la RDC, on crie victoire après le renoncement par l'Organisation internationale de la francophonie à venir auditer les fichiers électoraux. Jonas Tchombela, son porte-parole, a rendu public une déclaration dans ce sens. C'est jeudi 4 mai. Bien que les experts de l'OIF ne viennent plus pour scruter le fichier de la CENI, il faut rester tout de même vigilant, estime Jonas Tchombela. C'est une bataille qui est gagnée et non la guerre. Le combat de la souveraineté de la République démocratique du Congo doit continuer.
pour que d'autres organisations étrangères, parce que lorsqu'ils ont renoncé ainsi, ça suppose qu'il y a un plan B qu'ils ont préparé. Et nous risquons de nous trouver sous le coup d'autres organisations étrangères avec le même agenda. Ça peut paraître comme du trompe-l'œil. Voilà pourquoi, à ce stade, nous nous appelons plus à la vigilance pour ne pas sombrer dans l'euphorie d'avoir gagné, alors que ce qui semble être comme victoire peut paraître comme une stratégie mise en place pour juste organiser autrement comment ils peuvent accéder à nos données stratégiques. Dans les rues de Kinshasa, certains Congolais ont salué cette décision de l'OIF. Ils pensent que c'est une bonne chose pour la République démocratique du Congo, pour que la République démocratique du Congo garde sa souveraineté. L'OIF n'avait pas vraiment de place ici en République démocratique du Congo, vu que nous sommes un pays souverain, et je ne pense pas que cela serait vraiment très approprié pour cette organisation de venir s'imprégner ou de gérer d'une manière ou d'une autre les affaires de la République démocratique du Congo. Un Congolais au courant de la position, si je vais aller plus loin, de la France par rapport à l'agression rwandaise. Ils ont toujours avalé la langue, ils n'ont jamais donné leur position fixe. Et ces désengagements, entre guillemets, ça traduit d'ailleurs un moyen, un mécanisme de vouloir freiner le processus électoral pour salir un tout petit peu l'image. Mais ça ne dit absolument rien. C'est vrai, notre démocratie, elle est encore faible, mais ça s'améliore. Nous tous, étant population, nous soutenons ça, de telle en sorte que le calendrier soit respecté et que le pays avance. Maintenant que l'OIF ne viendra plus auditer le fichier électoral, la CENI va trouver un autre mécanisme pour que cette base de données soit auditée avant la tenue des scrutins de décembre 2023. Toujours dans le même chapitre, clôturons les journées portes ouvertes à la Commission électorale nationale indépendante. Le deuxième vice-président de cette institution d'appui à la démocratie a fait des propositions à l'Assemblée nationale de maintenir le nombre de sièges obtenus aux élections précédentes dans les territoires de Rutshuru et Masisi, où les opérations d'identification et d'enrôlement ont été perturbées suite à la situation sécuritaire. Ranta Luyela. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs était déjà clôturée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et dans 5 pays étrangers pilotes. En interne, certains Congolais et Congolaises n'ont pas été enrôlés suite à l'occupation de leur territoire par les groupes armés, notamment le M23, dans les territoires de Masisi et Rutshuru et une partie de Nyiragongo. Pour les deux premiers, la CENI a une proposition. Elle prévoit de proposer au Parlement le maintien du nombre de sièges obtenus lors des précédentes élections dans les territoires de Rutshuru et Masisi. Étant l'organe technique pour organiser les élections, il faut proposer un schéma de sortie pour qu'il y ait l'inclusion. L'enrôlement n'a pas eu lieu dans ces deux territoires. Qu'adviendra-t-il lorsqu'il faudra, pour la députation nationale et autres, répartir le siège? Voici ce que propose la centrale électorale pour Masisi en 2026, 8 sièges, 2011, 8 sièges, 2018, 8 sièges, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances, dans la même condition de paix, dans les mêmes conditions environnementales, Masisi pouvait également bénéficier de 8 sièges. C'est la logique mathématique et statistique, a déclaré Didi Manara qui s'exprimait à l'occasion de la clôture des journées portes ouvertes organisées par la CENI. Et d'ajouter Rutshuru de même, 7 sièges en 2006, 2011 et 2018. Il y a de fortes chances que Rutshuru puisse, dans les mêmes conditions environnementales et sécuritaires, avoir 7 sièges. Voilà pourquoi la CENI propose que lorsqu'on va répartir le siège, que le siège de Rutshuru et Masisi puisse garder le même nombre. Cette option, d'après Didi Manara, vise à ne pas pénaliser la République, mais à maintenir l'inclusion de tous. Car la CENI veut organiser les élections et ne veut laisser personne de côté. Toutes les personnes éligibles doivent avoir accès aux élections. Selon le calendrier de la CENI, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent examiner et adopter du 23 mai au 1er juin 2023 les projets de loi portant répartition de sièges. Selon le même calendrier, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit promulguer cette loi d'ici le 15 juin 2023.
En politique à présent, de plus en plus de doutes persistent encore dans le chef de certains politiques, cas d'Adolphe Mouzitou qui a été reçu sur le plateau de France 24 pour en parler. La date de la tenue des élections prévue en décembre 2023 sera-t-elle respectée et quelle attitude adopter face à l'agression rwandaise? Les leaders de Nouvel Élan y a répondu. Suivez-le. Adolphe Mouzitou n'a pas mâché ses mots quant à la dégradation de la situation générale à l'est de la RDC. Le leader de l'Amouka Nouvel Élan estime qu'il n'y a qu'un seul langage qui importe face à cette crise. Voilà ce que je propose effectivement à nos citoyens, à mes compatriotes, parce que le Rwanda comprend que le langage de la force, le langage du feu, il faut se préparer à faire la guerre au Rwanda. Et parallèlement, il faut négocier et discuter avec les patrons du Rwanda, les multinationales, les États puissants, nos amis occidentaux, pour qu'ensemble, on commence à réfléchir sur la possibilité de la mise en valeur du Congo d'une manière générale, mais particulièrement dans cette partie est de la République qui regorge beaucoup de ressources qui font l'objet de convoitises. Si Paul Kagame apparaît comme le mentor des faux rebelles du M23, Mouzitou s'en prend plus à ceux qui tirent les ficelles et soutiennent le président rwandais qui n'est lui aussi qu'un simple pion. Les patrons du Rwanda, de manière générale, ce sont les États occidentaux. Ce sont les multinationales qui exploitent. Les États-Unis, l'Europe, etc. Tous ces mondes-là. Leurs multinationales, c'est eux qui viennent, ou c'est elles qui viennent exploiter nos richesses de manière, si vous voulez, illicite, en occasionnant des morts. Nous pensons que, en négociant avec eux, je dis bien négocier avec les puissants et non pas avec le Rwanda qui n'est qu'un bras armé, progressivement, nous pourrons obtenir qu'ensemble, dans un partenariat gagnant-gagnant, nous puissions exploiter les richesses du Congo qui représentent une opportunité pour l'humanité dans les contextes nouveaux, si vous voulez, de la transition écologique. C'est clair que le Nouvel Élan reste très préoccupé par la souveraineté nationale et le processus électoral congolais. Pour moi, Kagame n'existe pas. C'est pas Kagame qui est devant nous. Même si, en même temps, je sais que le Rwanda a un problème des terres, hein. Ils sont 500 au kilomètre carré. Et demain, ils seront 1000 au kilomètre carré. Nous, on est 45, 50 au kilomètre carré. Nous avons de bonnes perspectives. Et nous pensons que ce que le Rwanda veut obtenir par l'agression, il peut l'obtenir par la coopération. Au sujet des élections, quant au respect ou non de la date de leur tenue, Adolphe Mouzitou propose un schéma. J'ai l'impression que, puisque nous devons consolider les fichiers aujourd'hui avec la CENI, qu'il faut passer à l'élaboration du projet de la loi relative à la répartition des sièges, pour un processus dont l'enrôlement n'a pas eu lieu dans 4 territoires, j'imagine, dont 3 à l'est, 1 à l'ouest, notamment Kwamutu. Donc, ils ne seront pas présentés cette loi, la CENI ne sera pas présentée cette loi, et si on ne présente pas cette loi qui définit, qui répartit le siège, ben, il sera difficile de faire appel à la candidature. Et par conséquent, on sera hors délai. Nous avions proposé en son temps que M. Tshisekedi accepte que nous fassions un forum informel qui allait discuter et proposer aux institutions pour entérinement des propositions de réformes. Il n'a pas voulu. Eh ben, si nous franchissons les délais constitutionnels, il sera c'est un pouvoir qui va tomber. Et nous serons devant un vide juridique de sorte que finalement, il faudra que la classe politique ou les partis prenantes se mettent d'accord pour reprendre les choses avec des institutions de facto. La grande sociale à l'enseignement primaire, secondaire et technique et à l'enseignement supérieur et universitaire était au menu d'un échange entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et tous les ministres sectoriels qui s'y soldaient par des recommandations, les instruisant à trouver des solutions idoines aux revendications des uns des autres. Ranta Luyela nous signe ce commentaire. Très préoccupé par la situation de grande sociale qui prévaut ces derniers temps à l'enseignement primaire, secondaire et technique, ainsi qu'à l'enseignement supérieur et universitaire, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni autour de lui le jeudi 4 mai à la primature les 2 ministres sectoriels ainsi que leurs collègues du budget et de finances pour étudier à fond cette question en vue de trouver des solutions escomptées. En sa qualité de chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde n'entend ménager aucun effort pour que les enseignants de l'EPST, notamment ceux appelés à prester lors de la passation des différentes épreuves, ainsi que les professeurs d'université, soient mis dans les meilleures conditions. On croit le ministre de l'EPST et son collègue de l'ESU, qui se sont confiés à la presse. À tour de rôle, le chef du gouvernement a donné des instructions claires pour que tout soit mis en œuvre dans le seul but de rencontrer les préoccupations des enseignants et des professeurs. Dès demain, autour du ministre d'État, ministre du Budget, pour que déjà tous nos services techniques, d'INACOP
inspection ainsi que le secrétariat général, accompagné de leaders syndicaux, nous puissions déjà étudier comment nous pouvons déjà prioritairement indiquer ce qui peut être dégagé pour essayer de régler les problèmes urgents et tout le reste rentrer dans le fonctionnement normal et assurer la paye régulière de tout ce qui a été convenu. Même son de cloche du côté des déçus, où une solution est envisagée pour rencontrer les revendications de professeurs. Je crois que le Premier ministre a tenu son engagement de réunir tous les acteurs du secteur avec ceux qui gèrent la marmite de l'État congolais. Et donc, il nous a donné des instructions de pouvoir respecter nos engagements. Pour ce qui concerne le professeur, par exemple, c'est les 50% pour lesquels on s'est convenu. Et donc, le ministère des Finances va devoir faire un geste pour rencontrer les revendications des professeurs, en tout cas pour ce qui concerne le mois d'avril. Signalons que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique ainsi que le vice-ministre du budget et de l'EPST ont également pris part à cette réunion. En société à présent, la collecte de dons pour les orphelinats est parmi les activités observées au quotidien sur les places publiques de la ville de Kinshasa. Les hommes et les jeunes filles sillonnent les rues de la capitale ou font du porte-à-porte pour collectionner de l'argent au nom des orphelins. Mais où passent ces dons collectionnés régulièrement? Je vous propose de suivre ces reportages pour en savoir davantage. Nous sommes au rond-point Willery, au centre de Kinshasa, l'un des points chauds de la capitale où grouille du monde. Un terrain propice pour les collecteurs de fonds de tout genre. Nixon Sinza est l'un d'eux. Contrairement aux autres, ces derniers distribuent de tracts en faveur d'un orphelinat de la place. Cette collecte n'est pas facile pour lui. Il s'explique. Nous venons ici d'abord uniquement pour distribuer les cartes de visite de l'orphelinat, pour chercher les partenaires qui peuvent nous secourir. Ceux qui veulent aider les enfants le peuvent. Les difficultés que nous rencontrons sur terrain sont les insultes de ceux qui nous traitent de voleurs, des menteurs et des mendiants. C'est vraiment la grande difficulté que nous avons malgré le travail que nous faisons. Sur terrain, les collecteurs de dons sont devenus de plus en plus nombreux. On retrouve même des charlatans qui se sont immiscés dans la foule. Un comportement qui décrédibilise l'activité. Il faut distinguer les faux et les vrais. Les faux sont nombreux, ceux qui font le bon travail sont moins nombreux. Ils prennent les images des autres pour collecter de l'argent, mais ce n'est pas bien. Ils doivent arrêter cette pratique. Collecter des dons en faveur des nécessiteux reste non encadré. La loi sur les ONG et autres associations sans but lucratif fixent les conditions de pratique quant à l'exercice de ces activités dans ce secteur. Pour Maître Marc Tuité, on ne doit pas créer un orphelinat pour quémander de l'argent dans la rue. Vous ne pouvez pas créer une fondation, un orphelinat. Vous ne pouvez pas créer une ASBEL si vous n'avez pas d'abord des fonds de départ. La fondation, l'orphelinat n'a pas pour objectif d'aller quémander de l'argent en cours de route. Mais l'orphelinat, la fondation ou l'ASBEL, c'est cette idée qui vient quand on a parlé de la vision. On a parlé de la mission, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un groupe d'individus ou un individu est pris du souci du développement de son pays. En l'absence d'une législation claire, la collecte de dons reste une activité lucrative alléchante pour toutes ces personnes à faible revenu qui veulent gagner de l'argent à tout prix sans fournir quelconque effort. Toujours en société, les réparateurs de pneus de véhicules, communément appelés quados, constituent un précieux secours pour les automobilistes. On le retrouve le long des grandes artères de la ville de Kinshasa, au coin des avenues et un peu partout dans la ville. En cas de crevaison d'un pneu, les automobilistes vont vers eux, soit pour remplacer un autre pneu ou gonfler celui qui était dégonflé. L'équipe de reporters de Mondico Télévision a voulu savoir s'ils sont réellement incontournables pour les automobilistes. Vinigali Junior. Ladi Akete est quado depuis plusieurs années. Il est installé au centre-ville où il rend service aux nombreux automobilistes. Ces quados s'insurgent contre les mauvais comportements de certains conducteurs qui, selon lui, ne valorisent pas lorsqu'ils sont en situation de détresse et de crevaison de pneus. Dans les cas contraires, ils sont déconsidérés. En fait, ça là, Nabiso est
il y a des gens, D'autres gens ne trouvent pas utile notre métier, mais ils nous trouvent utile que lorsqu'ils ont une panne, ils commencent à nous respecter en reconnaissant qu'en ce moment-là, ils doivent nous donner de la valeur. Sans une quelconque panne, ils se disent que ce monsieur-là, je n'ai pas besoin de lui. Qu'est-ce qu'il peut apporter comme contribution chez nous? Mais quand il a un problème à ces moments-là, tu verras qu'il va te considérer comme tu ne peux pas t'imaginer par rapport à sa situation normale. Par rapport à normal. Ngamo Yajansi travaille également dans la commune de Lagombe, le quartier des affaires de la capitale congolaise. Il estime, quant à lui, que les quados sont incontournables pour les automobilistes. Grâce aux bons et loyaux services qu'ils rendent à leurs clients, avec ce qu'ils gagnent, ils parviennent à subvenir aux besoins de leur famille. En tout cas, c'est vraiment très important pour En tout cas, nous sommes très importants pour les conducteurs de véhicules. Ils connaissent notre valeur, nous les aidons. Toutefois, en cas de crevaison de pneus, ils auront besoin d'un quado pour le dépannage. Pendant la nuit, voire même les jours fériés, nous sommes là pour les servir. Tous ceux qui ne considèrent pas notre métier, ils doivent savoir que c'est un bon métier qui nous aide à prendre en charge nos familles et scolariser nos enfants, surtout par ces métiers dénommés quado. Jonathan Singhi est conducteur de véhicule. Il est venu dépanner son véhicule chez un quado. Il évoque les causes des crevaisons de leurs pneus. Selon lui, la cause principale de ces crevaisons, c'est l'état de délabrement de nos routes avec des nids d'épaule. Il félicite tout de même les quados qui leur viennent en aide en cas de crevaison et du dégonflement de leurs pneus. Selon lui, ils sont actuellement incontournables sur la route à Kinshasa. Actuellement à Kinshasa, avec les routes qui sont souvent, il y a des nids de poules, donc on connaît souvent des crevaisons. Et les quados nous aident vraiment sur la route parce que tu peux sortir comme ça et le pneu qui se dégonfle, donc tu dois recourir à un quado sur la route pour rajouter un peu de l'air, quoi. En tout cas, ils sont vraiment incontournables sur la route actuellement à Kinshasa. Certes, ces quados rendent service aux automobilistes, mais ils doivent professionnaliser leur métier pour permettre à leurs clients de les considérer davantage. Ils devront également soigner leur tenue de travail, la présentation de leur atelier et leur manière d'accueillir le client qui bénéficie de leur service. Plusieurs sujets d'actualité politique font la une de journaux parus à Kinshasa et dans la presse étrangère où l'essor des Congolais suscite de plus en plus de l'attention. Suivez cette ronde sélectionnée pour vous par la rédaction. L'actualité au pays pour le journal L'Avenir fait place au nouvel ennui de la CENI, dont l'OIF, Organisation nationale de la francophonie, a décliné l'offre de procéder à l'audit de son fichier électoral. Ainsi, Denis Kadima, président de la centrale électorale, selon l'article, doit trancher pour la suite. Cependant, une opinion déplore ce recours à l'expertise extérieure, alors que des compétences locales existent. Aussi, l'OIF, via sa secrétaire générale, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, a sans doute tenu compte du contexte actuel conflictuel entre le Rwanda et la RDC pour refuser poliment cette tâche habituelle que l'OIF assumait. Autre chose avec la tempête des tropiques qui annonce que ce samedi 6 mai, Félix Tshisekedi va passer le flambeau de la présidence du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba à Evariste Ndayishimiye, président du Burundi. Entre-temps, ce poste n'aura pas vraiment servi la RDC quant au rôle de la force de l'EAC jugée inactive et quasi inutile par une large opinion, dont celle du ministre congolais Antipas Lussaniamus qui l'a dit à la réunion préparatoire des ministres à l'hôtel panoramique de Bujumbura. C'est un comble pour la RDC lorsque le M23 et le Rwanda violent continuellement et impunément la charte de l'Union africaine. Pour sa part, Forum des As reprend les propos d'Adolphe Mouzito sur France 24. Si Tshisekedi reste, il sera un président de facto Dixit, le coordonnateur de la Mouka Nouvel Élan, qui s'exprimait en cas de la non-tenue des élections dans les délais constitutionnels. Les leaders politiques estiment qu'un forum pour discuter du non-respect de la légitimité serait la seule solution pour cautionner le vide juridique. Wait and see. La prospérité livre le cauchemar de Matata Pognon entre un procès ou un cycle infernal qui le tient tendu sans savoir quel cours va finalement assumer de le juger. La prospérité s'interroge de savoir s'il s'agit d'un acharnement politique. Ce à quoi le concerné Matata Pognon répond ne pas comprendre pourquoi
dans un pays où des détournements se poursuivent encore par des gens connus et laissés tranquilles, on préfère s'attaquer à lui qui n'a rien volé. Fin de citation. Terminons cette revue avec la RDC vue à travers la presse étrangère. Paris Match affiche Congo dans l'enfer des mines du Kivu pour démontrer dès la page 65 comment des jeunes enfants congolais sont contraints au vu et au su de tout le monde, c'est-à-dire les ONG, les autorités, les rebelles, la communauté internationale, les pays voisins, à descendre sans protection sous terre pour risquer leur vie. En RDC rapporte Paris Match dans son enquête, non seulement la pauvreté est endémique et grande dans les mines ironées du sort qui comptent et rapportent des milliards de dollars. Le Kivu, qui est le réservoir mondial du coltan, vit donc entre les armes et la souffrance d'une population martyrisée dans tous les sens. Paris Match annonce que les femmes sont capturées, violées, torturées comme premières victimes avant les enfants qui sont soumis aux travaux forcés par des milices depuis plus de 25 ans aujourd'hui. C'est un scandale. Tout ça pour des minerais, des guerres sans fin et des atrocités inimaginables. Le comble est que ceux qui sont censés résoudre la catastrophe humanitaire congolaise jouent au chat et à la souris quant à désigner ou châtier les vrais responsables. Cas du Rwanda, encore sous les bonnes grâces de l'Occident, premier bénéficiaire du coltan. À quand la fin de ce cercle vicieux? C'est tout pour la revue de presse, mesdames et messieurs. C'est par cette revue de presse que prend fin notre journal, mais avant de nous séparer complètement, place au rappel des titres. « 145 morts, tel est le bilan du massacre perpétré par le M23 dans la nuit du 3 au 4 mai à Kizamba, près de Kichanga, dans le Massissi au Nord Kivu. À travers son ministre d'État à l'intégration régionale, Antipas Mboussania Mouissi, le gouvernement congolais réclame une enquête indépendante et la justice contre le M23 soutenu par le Rwanda. L'EIF renonce à l'audit du fichier électoral de la RDC. L'organisation a signifié ses décisions à la CENI via une correspondance. Ces renoncements interviennent 2 jours après le lancement de la campagne contre l'audit du fichier électoral de la CENI par l'OIF et les fronts des Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la RDC. En sa qualité de chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde n'entend ménager aucun effort pour que les enseignants de l'EPST, notamment ceux appelés à prester lors de la passation des différentes épreuves, ainsi que le professeur d'université, soient mis dans les meilleures conditions. C'est la fin complète de ce journal. Restez branchés sur Mondico Télévision pour la suite de vos programmes. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous.